Donc bonjour, rebonjour à toutes et tous. Nous reprenons nos travaux. Donc pour une session intitulée Valorisation de la presse ancienne et utilisation pédagogique. Et donc nous sommes très contents d'accueillir Jean Dittard, qui est auteur et dessinateur de bande dessinée et qui explore à chaque album des formes graphiques et narratives en relation avec le sujet et le contexte historique de ses ouvrages. Vous verrez sur la table, en fond de salle, il y a déjà Le sourire des marionnettes, paru chez Delcourt Mirage. J'ai vu Les tableaux de l'ombre. Aussi en 2019 une coédition Le Louvre Delcourt qui s'intéresse aux œuvres méconnues du Louvre, et en relation avec notre thématique d'aujourd'hui, en août 2021 est sorti son J'accuse, hashtag J'accuse, Delcourt Mirage, qui met en scène l'affaire Dreyfus dans un livre-objet hybride qu'il va nous présenter entre bande dessinée, presse du 19e siècle et dispositif médiatique contemporain. Donc une façon originale de nommer les propos authentiques tenus lors de l'affaire Dreyfus, tout en interrogeant certains phénomènes qui conduisent à la polarisation du débat public. Et puis en fond de salle, vous avez aussi son dernier ouvrage, sorti en octobre 2023, Les Illuminés, qui est une adaptation qui évoque les relations croisées entre Rimbaud, Verlaine et Germain Nouveau. Super. Et donc là, c'est l'album, son intervention s'intitule l'album hashtag J'accuse aux éditions Delcourt, l'exemple de valorisation de la presse ancienne à travers un album illustré. Allez-y. Eh ben, merci, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai fait 6 albums de bande dessinée. Hashtag J'accuse, c'est l'avant-dernier. Je viens pas du monde ni de l'histoire, ni de la presse au départ. J'ai une formation plutôt de plasticien, en fait. J'étais étudiant en fac d'art plastique. Et puis, de fil en aiguille, d'album de bande dessinée en album de bande dessinée, j'ai exploré des domaines d'histoire qui ont commencé avec le sourire des marionnettes. C'était plutôt l'histoire de l'art avec le goût des miniatures persanes, qui m'a fait plonger dans un contexte spécifique et avec lequel j'ai commencé à m'intéresser au contexte, aux sources et à la représentation du passé. Et puis après, j'ai travaillé sur la Renaissance italienne, et puis la Renaissance aussi du côté des contextes coloniaux, des guerres de religion, avec un autre album qui s'appelait Florida. Et là, je me suis pour la première fois penché sur des sources primaires, avec des témoignages de protagonistes du XVIe siècle. Et voilà, de fil en aiguille, en fait, le goût de l'archive, je l'ai découvert un petit peu. Et à un moment donné, je suis arrivé donc avec cet album hashtag J'accuse à me poser des questions. En fait, je suis rentré dans ce livre sans, au départ, je voulais pas raconter l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire que j'avais pas de connaissances spécifiques sur l'affaire Dreyfus plus que tout un chacun. Mais j'étais interpellé par notre rapport contemporain aux informations, à la saturation d'informations et au débat public violent, en fait, auquel on est confronté un peu quotidiennement, avec des polémiques qui enflent très rapidement sur toutes sortes de sujets. Et j'avais envie de mettre en scène ce genre de choses. Enfin, en fait, le sujet pour moi, c'était le débat public. C'est-à-dire que c'était quasiment à la fois le décor et à la fois même certains mécanismes du débat public que j'avais envie de déployer comme un récit, quoi. Et un récit conflictuel. Et ça me paraissait intéressant, comme objet à raconter. Enfin, donc ensuite, la question de comment partir là-dessus. Je me suis posé des questions. Est-ce que je pars sur une fiction? Est-ce que je pars sur un sujet contemporain? Et puis à un moment donné, dans ma tête, l'affaire Dreyfus est venue à mon esprit en me disant finalement, c'est vraiment une histoire emblématique du genre de phénomène que j'avais envie d'explorer. Et je ne connaissais pas exactement comment ça s'est passé. C'est-à-dire comment
l'anecdote initiale, finalement, d'un officier arrêté, accusé de trahison, et puis condamné, et on s'aperçoit que ce sera une erreur judiciaire. Comment cette histoire-là, et pourquoi ça a pris des proportions telles en quelques années. Voilà, j'étais intrigué par ça, et j'ai eu en tête assez vite, évidemment, le fameux titre de Zola, « J'accuse », qui est sûrement le titre le plus célèbre de toute la presse française, et qui est en fait encore parfois repris assez régulièrement. On le retrouve dans des mèmes. Donc moi, j'ai assez vite eu le titre en fait en tête de mon livre avant même de connaître le détail de l'affaire. Le hashtag j'accuse, ça m'a paru quelque chose un titre qui synthétisait tout de suite plein de choses, avec l'idée de mettre en scène le débat public de l'affaire Dreyfus, mais à travers le prisme des dispositifs médiatiques d'aujourd'hui en fait. Pour moi, dans cette intuition-là, en fait, ça avait deux vertus. Il y avait l'idée d'aller explorer les ressorts, les rouages de l'affaire, et donc de pouvoir restituer. J'avais assez vite en tête l'idée de travailler à partir des sources des journaux de l'époque, et donc de ne pas en fait écrire moi-même de texte, d'utiliser des prélèvements de texte dans la presse. Donc c'était l'idée d'aller comprendre un peu de quoi il en retourne quand on va dans le fond des mots produits à l'époque, et l'enchaînement de tout ça, des réponses que les journaux se faisaient les uns et les autres. Qu'est-ce que ça nous fait? Et puis il y avait l'idée à l'envers de faire résonner aussi les ressorts de cette affaire-là avec le débat public d'aujourd'hui, avec l'intuition, et c'est là où c'était une intuition, parce que je ne savais pas dans le détail à quel point ça serait fécond, de faire résonner avec tout un tas de choses qui nous agitent aujourd'hui, quoi. Autant du point de vue d'ailleurs de l'arrière-plan idéologique sur des questions du nationalisme, d'antisémitisme, de racisme, que sur des questions purement de la rhétorique, je dirais, ou du fonctionnement du débat public. Parfois, on pose des questions autour des algorithmes des réseaux sociaux aujourd'hui qui ont des effets. J'étais intrigué par me demander, tiens, sans les réseaux sociaux, est-ce que s'il y avait aussi des effets d'amplification, etc. Et donc j'étais un peu dans l'idée d'aller faire une expérience, d'aller rechercher quelque chose et de le restituer, quoi. Alors je vous montre un peu, d'emblée aussi, il y a eu l'idée d'un livre-objet qui joue donc à la fois sur l'idée d'un livre, bien sûr, mais aussi d'un ordinateur. Le livre est en fait un coffret, enfin l'objet, la boîte au départ, la couverture est un coffret en fait qui s'ouvre comme un ordinateur portable, et le livre est l'écran finalement de cet ordinateur de fiction. Le choix du papier a été important aussi. On est parti sur un papier qui joue avec l'esthétique du journal, que ce soit dans sa couleur ou dans sa texture. Et donc le graphisme entier du livre, il joue sur cette double appartenance, on va dire, contemporaine et du passé, avec une esthétique du journal du 19e siècle, sur les typographies, sur le dessin en hachure noir et blanc, qui ressemble aux gravures de presse, et sur un certain nombre de signes aussi, comme le doigt qui est sur la couverture, par exemple, la manicule, j'ai appris après ça, qu'on appelait ça comme ça, et qui vont jouer avec plein de petits signes médiatiques, en fait, comme le like, le dislike, tout un tas de choses. Mais aussi, donc, il y a des éléments, évidemment, donc, qui relèvent d'un dispositif contemporain. Chaque page est traitée comme une interface d'Internet. En fait, on est sur un écran d'ordinateur. Peut-être, je vous présenterai deux choses du livre après. Mais voilà, peut-être pour présenter la façon dont les choses se configurent. Chaque page est donc comme un écran, avec dans la barre d'adresse les sources de ce qui va être contenu dans la planche. Donc il y a d'une part le titre du journal avec la date, et ensuite sur le côté il y a le nom des auteurs. Parfois ce sont des témoignages, comme ici Mathieu Dreyfus, dont les contenus de texte sont restitués. Et donc là on a le titre du livre avec la page
qui correspond, et le nom de l'auteur également. Donc c'est une petite annotation sur le haut de page qui va être présente tout le temps dans toute la lecture du livre. Et l'idée, c'est de suivre l'affaire au jour le jour, comme si on était donc donc c'est vraiment un documentaire, comme si on était un spectateur de ce documentaire, ou comme si on était même spectateur de l'affaire en train de se dérouler au jour le jour. Il y a deux registres de narration qui s'enchevêtrent. Il y a d'une part certains témoignages comme celui de Mathieu Dreyfus. Celui-ci est le plus important, c'est donc le frère d'Alfred Dreyfus. C'est celui qui va faire le fil conducteur, en fait, dans mon récit, du point de départ, qui est j'apprends que mon frère a été en fait mis en prison. Je vais tout faire, je suis convaincu qu'il est innocent, je vais tout faire pour l'en libérer. Et donc le livre va aller jusqu'à ce moment-là. Il ne va pas s'arrêter à la fin de l'affaire Dreyfus, mais il s'arrête au moment de la libération de Dreyfus, qui a été en fait encore à ce moment-là condamné, mais il y a eu une grâce présidentielle, et la réhabilitation complète, elle intervient beaucoup plus tard. Mais bon, voilà, moi j'avais besoin de borner mon récit, et c'est quand même Mathieu Dreyfus qui le borne de ce point de vue-là. C'était important pour moi qu'il y ait Mathieu Dreyfus aussi, parce que Mathieu Dreyfus, il est à l'intersection entre la dimension personnelle et le rapport à Alfred Dreyfus et à Lucie Dreyfus, l'épouse d'Alfred. Donc la dimension familiale est un peu intime, et puis il est à l'intersection donc avec toute la dimension publique, parce que c'est lui qui va être à la manœuvre en fait pour que l'affaire n'en reste pas là et se déploie dans l'espace public. Et il a à plusieurs moments des rôles importants du point de vue du débat public. Et donc ça, c'est un des angles, mais l'autre angle, c'est celui de la presse dans sa diversité. Et c'est là où on est aussi en tant que lecteur, je pense, enfin c'est ce que je propose, c'est d'être comme si on était un lecteur qui est assailli d'informations de toutes parts, et en fait avec en quelque sorte une ouverture sur toutes les tendances politiques de la presse sur ce sujet. Donc il y a un jeu, un des moments où on a une série de pages où on n'est que à lire finalement des articles qui se répondent les uns les autres, et on est peut-être aussi perdu qu'on pouvait l'être à l'époque, à plus savoir qui dit la vérité, qui raconte n'importe quoi, qui exagère, qui déforme, etc. Et donc il y a ce va-et-vient un petit peu, c'était un peu ce que j'essayais de faire, ce va-et-vient entre ces deux formes de narration. Voilà. Pour présenter encore brièvement l'objet, je voudrais vous montrer une autre dimension du livre, parce que c'est un livre-objet qui est aussi... alors, c'est une vidéo normalement, mais je ne sais pas si elle peut se marcher. Ah non, on dirait pas. Bon, voilà, je vais le montrer juste avec ça. Il se trouve que j'ai travaillé principalement, donc j'ai lu, je ne sais pas, 300 et quelques... Enfin, j'en ai lu bien plus en fait, mais il y a à peu près 300 et quelques extraits de journaux dans le livre. Et la plupart sont numérisés et disponibles sur Gallica. Et donc l'éditeur Delcourt avait une application qui permettait de scanner des pages du livre et de donner accès à des ressources. Et on l'a utilisé pour ce livre-là, pour permettre l'accès direct à toutes les ressources sur Gallica. Donc, à partir du livre physique, on peut télécharger toutes les sources journalistiques de l'album. On peut avoir un accès numérique. Moi, j'aimais beaucoup cette idée-là parce que, évidemment, ça prolonge complètement l'enjeu autour de ce livre hybride qui est entre le livre, le journal et l'ordinateur, avec une dimension réellement interactive et pas que dans l'imitation, et puis qui donne accès finalement à quoi ? Eh bien, à un facsimilé du journal physique de l'époque réellement, etc. Donc ça jonglait dans tous les sens. Au passage, j'ai aussi fait des notices biographiques un peu brèves pour chacun des protagonistes qui apparaissent dans le livre. Et donc, en fait, il y a encore plus de pages à lire en virtuel, enfin en numérique, que le livre, ce qui fait déjà 310 pages pourtant. Bref. Donc voilà, un peu cette chose un peu étrange. En fait,
j'ai alterné l'un de mes principes, et ce qui a guidé aussi ma recherche de texte et mon prélèvement de texte, parce que c'était une des gageures les plus difficiles, en fait, c'était d'être complètement submergé par une profusion de sources, mais monstrueuses, quoi. J'en ai pas lu, évidemment, un dixième de ce qui s'est écrit réellement à cette époque-là. Et donc, il fallait pour autant arriver non seulement à distinguer les textes qui comptaient, ceux qui étaient indispensables, importants, qui ont eu des effets réels, mais aussi j'allais parfois piocher dans des textes tout à fait secondaires parce que j'avais un regard particulier en fonction de la façon dont j'allais transposer les choses. Et donc parfois j'allais aussi à la pêche un peu de manière beaucoup plus aléatoire, sans être forcément guidé par le fait que je savais que ce journal-là était important, mais j'allais aussi lire le même jour ou le lendemain la réplique de tel événement. J'allais lire un peu un florilège de toutes sortes de presse différentes, y compris parfois la page 2, la page 3, parce que parfois ce sont dans des petits détails que j'allais trouver des choses avec lesquelles j'allais pouvoir faire mon miel, entre guillemets, dans ma narration et dans ma mise en scène et dans ma transposition. En fait, mon regard, il était toujours à l'affût de la résonance avec le contemporain. Donc, parmi les garde-fous, entre guillemets, qui ont cadré mon travail de prélèvement, il y avait des contraintes de création. Moi, par ailleurs, je suis quelqu'un qui est intéressé par la littérature sous contrainte. On pourrait dire, comme on disait à l'époque de Loulipo, c'est quelque chose qui m'inspire, qui fait partie de ma façon de penser mon travail. Les contraintes qui vont générer quelque chose, produire des effets, en espérant qu'ils soient féconds artistiquement. Et donc l'une de ces contraintes, c'était de me dire, bon, chaque page est un écran, donc chaque page elle a une unité. Il faut que j'arrive à prélever des quantités de texte qui puissent tenir dans une page. Et à des moments, je vais alterner des dispositifs de page en page. Par moments, ce sera comme si c'était du journal numérique, comme ici, avec le journal antisémite La Libre Parole. Par moments, c'est comme si c'était, donc comme je le montrais ici avec Mathieu Dreyfus, un reportage télé, enfin même là, un interview sur fond noir, comme dans les films documentaires, je ne sais pas, sur Arte, parfois un peu austère, ou pas, mais en tout cas, qui joue avec cette esthétique-là. Et puis par moments, des réseaux sociaux. Là, c'est une transposition de Twitter. Alors, il y avait un jeu aussi très, proche du pastiche, quelque chose d'humoristique, presque. Par moments, moi, j'étais dans une jubilation réellement de l'ordre de détournement, en fait, de code, même si après, le fond est très sérieux. Mais ici, par exemple, Twitter, je l'ai nommé le gazouillis de Paris. Donc ça joue avec le gazouillis de Twitter, mais aussi avec le Cri de Paris, qui était un journal de l'époque. Et donc ça, c'était le genre de petit plaisir, quoi. C'est le genre de petite invention que je me suis permis sur des formes de médias qui n'existaient pas du tout à l'époque. Donc j'ai créé des faux médias pour les réseaux sociaux. C'est les seuls que j'ai inventés. Pour le reste, je suis resté sur les vraies sources. Je jouais aussi avec des transpositions des modalités de représentation qu'on a notamment à la télévision. Ici, c'est un exemple avec des cadrages sur des témoignages de personnalités anonymes qui disent des choses sur Dreyfus au début de son arrestation. Alors, ça m'intéressait de me dire, tiens, comment on représente à la télévision, comment on restitue ce genre de choses, soit en ne montrant pas le corps entier du personnage, soit avec ici un visage pixelisé, par exemple. Et du coup, ça permettait de frotter un peu cette esthétique du passé et l'esthétique contemporaine. En fait, il n'y a pas d'anachronisme dans mes images, réellement. Mais pour beaucoup, elles sont anachroniques, malgré tout. La première image ici, c'est quelqu'un, il ne tient pas un micro dans la main, mais on pourrait l'imaginer, parce qu'il a une position de main qui fait penser qu'il pourrait être avec un micro. Et donc, tout le long en fait, du travail, j'ai eu aussi un questionnement autour de ces formes de représentation. À des moments, en fait, concrètement, je travaillais aussi à partir de sources, d'un point de vue visuel. Pas du tout de la même façon que les sources écrites, puisque les sources écrites, elles sont toutes d'une
d'une part très rigoureuses dans leur transposition, c'est-à-dire que je n'ai pas rajouté des mots, je n'ai pas changé les choses, et elles sont toutes sourcées précisément. Mais du point de vue des images, en fait, en souterrain, il y a beaucoup de corpus d'images qui sont beaucoup plus mélangés entre des images qui datent vraiment de l'affaire Dreyfus, qui sont des photographies, ou qui sont des dessins, par exemple des dessins de procès, pour le procès Zola, pour le procès de Rennes. Il y a beaucoup d'images que j'ai utilisées, que j'ai redessinées, en fait, pour les unifier dans mon style. Et il y a beaucoup, et peut-être encore plus, d'images contemporaines issues de la télévision. J'ai fait beaucoup de captures d'écran, de plein de choses, pour avoir des cadrages, des postures corporelles contemporains. Voilà, ça c'est une autre forme de réseau social, plutôt proche du Facebook. Voilà un des petits articles, par exemple, que je lisais un peu à côté. Je m'interrogeais au moment du tout début de l'affaire, quand on apprenait que Dreyfus on apprenait encore à peine son nom d'ailleurs, il n'était pas encore condamné. Où était Zola? Et en fait, je suis tombé sur un article dans Le Figaro où Zola était à Rome, et c'est un article qui était très critique sur la propension qu'avait Zola à se mettre en scène partout où il passait. Il fallait que les journalistes il leur montrent où il était. Voilà. Et donc c'est en fait un comportement qu'on lui reprochait, qui est un comportement que je trouvais étonnamment contemporain. Donc je l'ai représenté comme s'il faisait un selfie devant le forum. Mais c'est pas non plus complètement absurde, dans le sens où Zola réellement avait une pratique de la photo de soi à l'époque. Quand on lit la fin de l'article, par exemple, du prélèvement que j'ai gardé, on lit des mots qui m'ont surpris dans l'époque, quoi. Hypertrophie du moi, plaisir presque naïf de grossir son ombre devant ses pas. Aujourd'hui, il possède l'art parfait de ne point nous désencombrer de lui un seul jour. En plus, c'est tellement bien écrit. Donc voilà, moi j'étais dans ce plaisir-là d'aller repérer ces petites choses. Et puis confronter ça avec, par exemple, ici, des publicités authentiques qu'on ne verrait plus non plus aujourd'hui sur des armes à feu, par exemple. Voilà. Après, là, c'est d'autres formes de restitution, de dialogue, comme si c'était des SMS aujourd'hui. Là, c'est une scène qui est quand Dreyfus est envoyé à La Rochelle avant d'être ensuite envoyé au bagne, à l'île du Diable. Il y a des agitations, il y a une foule qui l'a reconnu, et en fait il est harcelé, on le traite de sale juif, etc. Et moi je l'ai représenté en m'inspirant d'un cadrage d'une scène contemporaine, qui fait que cette image-là, elle ne pourrait pas exister au XIXe siècle, parce qu'on a une façon de concevoir la composition de l'image, tout simplement, qui date du smartphone, qui date d'un cadrage un peu vu d'en haut, avec une sorte de déformation entre les premiers plans et les arrière-plans. Il y a tout un jeu du volume qui se faisait pas non plus avec la photographie de l'époque, en fait. Et du coup, ça crée pour moi une étrange familiarité, en quelque sorte, entre une esthétique de la presse du 19e et ces cadrages qui sont d'aujourd'hui. Et c'était ce frottement-là qui m'intéressait, auprès duquel j'étais à l'affût, quoi. Sur la violence des mots, ça c'est une des choses que j'ai découvertes, hein, la violence antisémite, que j'ai découverte, on pouvait s'en douter, hein. Mais moi, je ne m'étais pas confronté à ça, en fait, jusque-là. Et c'est une des choses que restitue le livre, évidemment, et avec lequel c'était un enjeu, quoi, de se dire jusqu'à quel point je mets cette parole antisémite pas en avant, mais en tout cas, je la montre, parce qu'il peut y avoir un plaisir malsain aussi de cette violence-là. À l'époque, les lois de la presse n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, elles étaient beaucoup plus libres, il n'y avait pas l'incitation à la haine raciale, ce genre de choses. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de choses, finalement, sont dites avec beaucoup plus de périphrases, même s'il y a beaucoup de violence aussi verbale ou dans les mots, notamment sur Internet, mais pas forcément avec une crudité qu'on trouvait au moment de l'affaire Dreyfus. Mais voilà, il fallait à la fois ne jamais laisser les choses sans réplique,
Ça, c'était un de mes repères. Et puis, ne pas saturer non plus de ce discours-là, qui lui était saturant. Enfin, je sais pas, ça ne cessait jamais en fait. Mais moi, dans mon livre, à un moment donné, je passe à d'autres dimensions. Mais il fallait aussi la montrer, cette parole-là, à quel point elle était présente et violente, quoi. Voilà, là j'ai d'autres scènes de plateau télé. Il y a beaucoup de scènes qui sont inspirées il y a aussi, en quelque sorte, en filigrane, dans la mise en scène, un peu une restitution fantomatique des différents dispositifs du débat télévisé depuis Pollack, par exemple, jusqu'à nos jours. Je me suis inspiré de plein de dispositifs différents que j'ai ensuite restitués dans ce livre pour varier aussi les approches, quoi. Parce que, en fait, une des gageures, pour moi, c'était aussi d'arriver avec un dispositif un peu austère, qui est toujours le même. Quand c'est de la bande dessinée, c'est toujours avec 4 cases. Et puis, bon, il y a beaucoup de textes, beaucoup de personnages. Il fallait arriver à créer un rythme et une variété qui fasse que ce ne soit pas un livre complètement ennuyeux à un moment donné qu'on abandonne, quoi. Et donc, voilà, l'idée de varier, de trouver dans des petites choses, avec des petites choses, essayer de varier les dispositifs, c'était une de mes façons de répondre à ça, quoi. Ici, sur le cas de Maurice Barrès, je peux vous dire, je ne sais pas si vous repérez les gestuels, mais voilà, il y avait Éric Zemmour, en l'occurrence, qui a été l'inspirateur. Et il se trouve que ça colle vraiment, vraiment bien avec les propos du bonhomme. Alors, J'accuse. C'est peut-être temps d'arriver à ce J'accuse, le fameux grand texte de Zola, qui est donc un grand pivot dans l'affaire Dreyfus. Je l'ai décliné en 4 pages, ce texte. Déjà, moi, ce que je trouve remarquable avec ce titre, c'est la typographie, le fait que le titre lui-même soit plus gros que l'aurore, que le titre du journal. C'était quelque chose de très exceptionnel, en fait. Dans l'ensemble des journaux que j'ai pu compulser, j'ai jamais retrouvé ça, en fait. Et ça a été tellement bien remarqué que le lendemain même, Drummond, dans la Libre Parole, il a fait un J'accuse inversé, qui fait une réplique en disant, en gros, j'accuse la famille Dreyfus et la juiverie, etc., de semer le chaos, quoi. Mais c'est étonnant à quel point, dès le lendemain, en fait, la question de la typographie, l'impact de ce titre, il a été perçu, quoi. Et le J'accuse, il va revenir plusieurs fois. Je le montre dans l'album en une autre occurrence par l'anarchiste Sébastien Faure, qui fait aussi un moment un J'accuse. Alors lui qui est adressé à bien plus de monde. Mais voilà, la force du titre, déjà. Je ne l'évoque pas dans le livre, mais il se trouve que le titre, il n'a pas été créé par Zola. Zola, lui, il avait juste écrit « Lettre ouverte au président de la République », qui était la continuité, en fait, d'autres lettres. C'était pas d'ailleurs « Lettre ouverte », c'est moi qui ai dû rajouter le « ouverte », en l'occurrence. C'était « Lettre au président de la République ». Il avait fait d'autres textes dans l'affaire Dreyfus avant, dans le Figaro, qui était une lettre à la jeunesse, par exemple, ou une lettre à la France, il me semble. Bon, et donc, c'était la continuité de ça. Et c'est Clémenceau qui a trouvé le titre « J'accuse ». Et donc là, il y a un coup de génie éditorial, en fait, réellement. Ensuite, donc, la série, justement, des J'accuse. J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam. J'accuse le général Mercier, etc. Et ben moi, naturellement, finalement, j'avais déjà mon titre en tête, mais quand j'avais pensé à mon titre, je ne savais pas encore comment j'allais transposer mes J'accuse. Et donc, je les ai fait comme une série de tweets. Ça m'a paru assez naturel, assez évident, quoi. Avec toujours cet impact de la formule, en fait, et qui est resté jusqu'à nos jours. Voilà. Bon, ça, je peux passer. Après, j'étais aussi intéressé par des formes liées à la caricature. Il y a eu beaucoup un déchaînement, notamment après justement pendant le procès Zola, c'est-à-dire après le J'accuse. Il y a eu un déchaînement de haine via la caricature contre Zola, notamment.
Zola, en fait, il était déjà très célèbre à l'époque. Alors quand il entre dans l'affaire, eh bien, ça prend des proportions bien supérieures aussi, et sur sa figure à lui, parce que c'est Zola. Alors qu'il y avait tout un tas de défenseurs comme Bernard Lazare, et des gens qui avaient déjà, en quelque sorte, fait tout le travail qui a mené à J'accuse. Et Zola va s'en inspirer beaucoup, mais c'était des gens beaucoup moins rayonnants dans la société française. Et donc, ça a eu beaucoup moins de force, quoi. Bref. Et donc là, c'est au départ, j'en ai fait une sorte de gif animé. C'est une sorte de dispositif en carton avec une petite image de la veste de Zola qu'on peut soulever et on lui voit ses fesses avec écrit « Mon cœur à Dreyfus », je crois. Bref. Donc voilà, moi je me suis dit, aujourd'hui, comment ce serait partager ce genre de choses? Eh bien oui, sur les réseaux sociaux, ça deviendrait un gif animé qui se propagerait, quoi. Quand je parlais des mèmes sur Internet, qu'on retrouve, qui sont des choses qui circulent, aujourd'hui, on retrouve encore très souvent cette très célèbre ce double dessin de Caran d'Ache, qui est en fait maintenant permet de dire la même chose sur tout un tas d'autres sujets. Et on le retrouve très souvent, soit littéralement comme ça, avec des textes qui sont changés en fonction du contexte. Enfin, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on le retrouve. Mais c'était déjà voilà, l'idée d'une sorte d'image emblématique qui va recirculer, être repartagée, quoi. Peut-être pour terminer, en fait, je pourrais passer beaucoup trop de temps à détailler plein de choses, mais je parlais du like et du dislike, et dans les à côté de l'affaire, enfin, c'est pas tout à fait un à côté, puisque c'est vraiment une description d'un moment dans l'affaire. Je suis tombé sur un texte de Clémenceau qui décrivait une séance à la Chambre des députés, une séance où tous les députés ont mis le pouce en bas contre Dreyfus. Et Clémenceau évoque ce signe en disant nos députés, s'érigeant en juges après le ministre de la Guerre, ont, suivant la méthode antique, retourné le pouce en signe de condamnation suprême. Et moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai choisi de le prendre plutôt qu'un autre à ce moment-là, parce que tout de suite, je savais comment j'allais transposer les choses. Et donc, je me suis dit, oui, je sais que je peux faire jouer tout à coup le rapport avec le like et le dislike, qui est en fait, ça va dire en une page, et même en une case, en l'occurrence, dans la 3e, on fait la généalogie d'un signe médiatique de l'Antiquité jusqu'à nos jours, en passant par le moment Dreyfus, en fait. Et j'ai mis en scène ce signe-là à partir d'une copie d'un tableau de Jérôme, qui est bien connu, un tableau académique qui était déjà célèbre à l'époque, et qui a rendu aussi célèbre ce signe-là, en fait. Donc voilà, c'était ces dimensions-là qui m'intéressaient en dehors de dimensions politiques, en dehors des dimensions des phénomènes j'en ai pas tellement parlé finalement, mais de comment des idéologues s'emparent d'un fait divers ou d'une situation et vont faire monter la sauce pour hystériser un peu les mentalités, pour polariser plutôt qu'hystériser d'ailleurs. Et c'est vraiment ces phénomènes-là qu'on voit, y compris avec de la mauvaise foi, avec des retournements rhétoriques. Il y a tout un tas de stratagèmes, en fait, et les fake news, et tout un tas de choses qui étaient très importantes dans le livre. Mais pour moi, c'était aussi ça, c'était aussi ces petites choses qui sont peut-être un peu plus subtiles, mais qui m'intéressaient tout autant, quoi. Aussi, parfois, dans l'histoire, dans les comportements. Peut-être pour finir là-dessus, un comportement qui m'avait étonné, c'est au moment du procès de Rennes, c'est quelqu'un qui raconte dans un texte, dans un journal, qu'il en peut plus d'entendre parler de l'affaire Dreyfus et il va se réfugier à la campagne pour plus en entendre parler. Et en fait, c'est les comportements de déconnexion d'aujourd'hui, quoi. Et il parle aussi du fait qu'au bout de 2-3 jours, quand même, il aimerait bien savoir. Et il retourne chercher la suite. Enfin bon, voilà, j'aimais bien tout ça. Alors, merci beaucoup, c'était fantastique. Vraiment, je pense que vous devez tourner beaucoup dans les écoles, les collèges, parce que c'est un outil d'éducation aux médias comme on en voit peu avec
Enfin, c'est un outil pédagogique pour comprendre. Enfin, moi, notamment, ce que je trouve absolument extraordinaire et qui est totalement convaincant, c'est la manière dont vous avez mis en scène l'image, la mise en abîme de l'image à l'intérieur d'un écran d'ordinateur. Je trouve que ça nous montre la manière, ça prouve, enfin, ça fait réfléchir à la manière médiatisée dont les choses nous parviennent, et ça nous aide à prendre conscience qu'il n'y a pas... Et ça, c'est difficile, notamment à prendre conscience pour les plus jeunes. Ça nous aide à prendre conscience combien le média est déjà un filtre. Et donc, je trouve ça extraordinaire. Alors, on va faire les questions tout de suite, parce que c'est assez différent de ce qu'on va entendre, je crois, ensuite. Moi, j'ai 2 questions, pendant que vous réfléchissez à vos questions. Ma première question, évidemment, j'ai pensé à un ouvrage qui est un peu différent, mais qui met en scène aussi le pouvoir de la presse, qui est sorti récemment, l'ouvrage dont je vous parlais juste avant, là, qui vient de sortir sur les crieurs du crime, qui est une collaboration entre un historien, Sylvain Venner, et un dessinateur, Hugues Micol. Et en vous écoutant, j'étais absolument admirative, parce que d'après ce que j'ai vu, c'est très juste, il y a plein d'allusions, même au-delà de ce que vous avez dit, la caricature de Forain, la tête de Zola, enfin, il y a vraiment des pastiches éblouissants. Et je me disais, vous n'avez fait référence qu'à des sources primaires, c'est-à-dire la presse, etc. Vraiment, enfin, je n'arrive pas à imaginer que vous ayez réussi ou alors combien de temps vous avez mis pour vous approprier cette archive qui est quand même pas si simple et que vous maniez. J'imagine, donc je veux bien avoir des renseignements sur comment est-ce que vous avez travaillé avec un historien, combien de temps vous avez mis. Et ma deuxième question, c'est sur la une de J'accuse, enfin la une de l'Aurore. Je vous trouve sacrément culottée. Parce que, alors, autant tous les dispositifs, je trouve ça absolument génial, etc. Mais là, il me semble que j'hésiterais si j'avais eu votre talent, si j'avais été à votre place, à déstructurer la page, la une, comme vous l'avez fait. Alors certes, on voit bien la typographie, effectivement, sur le titre, mais on n'a pas l'image, quand même, du journal de l'époque. Vous avez fait un choix, une modernisation absolument... mais qui tranche. Et donc là, je me demande... Pourquoi vous n'avez pas montré cette page aussi pour que les gens la voient vraiment aussi telle qu'elle était à l'époque? Alors, je vais commencer par répondre à celle-ci. En fait, on la voit quand même dans la page d'après, mais je ne l'ai pas montrée sur l'écran. Alors, c'est parfait. Mais en fait, j'en ai montré que 2 planches. C'est parfait, j'aurais fait ça. Okay. Qui correspondent à cette séquence, mais le texte entier, il est trop long. Je pouvais pas, donc j'ai découpé en 4 pages des morceaux du texte. La première, c'était celle que j'ai montrée, cette une transposée comme si c'était en journal numérique. Et dans la page d'après, il y a 4 versions qui sont plutôt comme si c'était des reprises télévisuelles ou numériques d'autres parties du texte, dont une où on voit l'ensemble de la une, pour le coup en mode journal, en entier. Voilà. Et puis par rapport à ma méthode de travail, par rapport aux historiens, je n'ai pas travaillé en collaboration avec un historien sur ce projet, parce que finalement, je savais je savais que je me confrontais à un énorme morceau, mais je pense que je suis allé d'abord un peu naïvement, sans me mesurer l'ampleur dans quoi je m'engageais, parce que je pensais faire un livre 2 fois plus petit, et bref, je me suis coltiné un moment à quelque chose dont j'ai pris la mesure en le faisant. Et peut-être que je ne l'aurais même pas fait si j'avais pris conscience à l'avance. Parfois, il vaut mieux y aller comme ça. Mais j'ai passé 6 mois, concrètement, à faire que du prélèvement de texte, de la lecture et de l'organisation. Mon travail préparatoire, il était une suite sur un document Word, une suite de textes dans des cadres qui correspondaient à ce que je disais, l'unité de la page, et où j'essayais d'organiser, j'organisais le récit déjà par un montage de texte. Et ensuite, ça a été beaucoup d'improvisation finalement. J'avais ensuite une série de cadres, de dispositifs avec lesquels j'allais jouer. Et par moments, je savais déjà comment j'allais transposer des choses. Quand je faisais les choix de mon texte, je me disais, là, ça sera pertinent plutôt de le faire comme ceci ou comme cela. Et à plein de moments, je ne le savais pas en le faisant, en choisissant les textes. Donc c'est après, dans la réalisation concrète du livre, qui a pris 1 an et demi par la suite, donc au total 2 ans de travail,
Mais en fait, avec du recul, c'est très rapide. Je ne sais pas comment j'ai fait, en fait, pour faire ça si rapidement. Je pense que j'ai fait un petit burn-out derrière, quand même. Oui. Mais sinon, par rapport il y a un livre d'histoire sur l'affaire Dreyfus qui a été un guide, quand même, pour d'abord en comprendre les finesses dans l'enchaînement des choses, et puis aussi parce qu'il s'intéressait beaucoup, il était déjà très attentif à énormément de sources de presse. C'est le livre de Philippe Auriol, l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours. Donc c'est en deux grosses sommes. Et j'ai fait lire à la fin aussi le livre à Philippe Auriol, à un moment où je pouvais encore éventuellement retoucher des choses, et finalement j'ai pas eu de choses à retoucher. J'étais très soulagé qu'il était très très content, et j'ai eu une aventure assez incroyable parce il se trouve que pas longtemps après il est devenu directeur du musée Dreyfus, de la maison Zola et du musée Dreyfus à Médan, et en fait on a fait une exposition dans la maison de Zola autour de #J'accuse dès l'inauguration du lieu, et je crois qu'elle vient d'être démontée. Donc ça fait 3 ans en fait que dans la maison de Zola il y a la salle d'Itard, ils appelaient ça comme ça. Et ça m'a donné l'occasion de rencontrer par exemple Charles Dreyfus, le petit-fils d'Alfred Dreyfus, qui a des souvenirs encore d'Alfred Dreyfus. Donc, c'était des moments très intenses, très émouvants, quoi. Donc voilà, au niveau des historiens, c'est lui principalement pour moi qui a été la plus grosse source, et en fait j'en ai lu d'autres bien sûr. Il y en a un de Bertrand Joly qui m'a beaucoup compté aussi, qui me permettait de mieux identifier, comprendre le contexte politique de la Troisième République. Donc c'est l'histoire politique de l'affaire Dreyfus. Et puis bon, après il y a tout un tas de choses, il y a tellement de choses sur l'affaire. Pour être... Ouais. Donc est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ah oui. Il y a une salle d'Itard, donc, mais ça aurait pu être une salle Tardy. Parce qu'en fait, d'Itard, c'est son pseudonyme. C'est du pas de Verlan. chance. Je m'appelle Tardy en vrai. Il s'appelle Tardy. C'est quand même extraordinaire, non? Moi, je m'appelle Hergé. Alors, Vivien Canivan, donc des archives départementales. Déjà, merci beaucoup. J'ai très envie d'acheter votre livre, surtout que j'ai des enfants, donc je trouve ça très intéressant en plus. Par rapport à tout ça. Je me posais une question en vous écoutant. Est-ce que ça vous a pas traversé l'esprit à un moment donné, ou peut-être par la suite d'en faire autre chose, parce que c'est finalement très visuel, donc d'en faire de la vidéo, parce que ça pourrait aussi très bien fonctionner. Ça pourrait, on verra. Peut-être qu'il y a des choses qui pourront se faire ou pas, je sais pas. En tout cas, j'y ai pensé, effectivement, aussi en le faisant. Il y aurait, mais ça, je pense que c'est un peu impossible, parce que c'est qui irait vraiment lire ça de cette façon-là. Mais il y aurait un site internet possible à faire, avec tout un tas de liens sur lesquels on pourrait sans arrêt circuler et faire une lecture, un objet très particulier de création, mais qui serait peut-être un peu difficile à financer, parce que difficile d'avoir un modèle économique avec ça, et puis difficile peut-être de lire ça sur la longue durée dans un format comme ça, j'imagine. Mais en tout cas, moi j'avais ça un peu en tête, même pour un teaser par exemple, de pouvoir faire un objet, comme un jeu vidéo finalement, dans lequel on va rentrer, on va cliquer sur des choses, on va suivre la suite. Bon, il y aurait des choses à faire, c'est vrai, je pense. Et puisqu'on parle de modèle économique, quand on travaille 2 ans sur une bande dessinée comme ça, est-ce qu'on est sous contrat avec l'éditeur? Comment... Ah, donc il a financé Oui. Et puis j'ai bénéficié aussi de l'aide du CNL, qui a complété un peu. Mais oui, je suis quand même bien soutenu par mon éditeur. C'est super. Bonjour Olivier Descamps, je suis journaliste et biographe. Bravo pour votre démarche, en effet, qui est vraiment impressionnante. Je souscris à ce que vous avez dit, Madame Terranti, à savoir que, en effet, pour voir à quel point les médias filtrent les événements, c'est bien. Simplement une petite remarque. Vous avez dit en particulier pour les jeunes, et je pense qu'en fait, c'est vraiment pour tout le monde, et même que quand on est un adulte, et qui plus est un adulte qui se croit éclairé,
On a souvent tendance à croire qu'on domine ce qu'on lit, alors qu'on se fait avoir comme les jeunes. Voilà. Non, vous avez raison. Et puis, c'est pas un livre forcément facile à lire. Pour autant, c'est un livre très dense. Je pense qu'on peut mettre facilement 8 heures de lecture dedans, si on est attentif à un peu tous les petits à côté, parce qu'il y a 1000 petits détails, en fait. Parfois, je prenais, quand je faisais des transpositions de pages d'articles, je prenais plein de petits bouts d'articles avec les têtes. Ça m'intéressait de voir, c'est aussi le climat, l'état d'esprit d'une époque. Et parfois, dans tous ces petits à côté, il y a des choses extraordinaires, en fait, ou complètement incroyables. Je ne sais plus, j'ai me souvenir d'un petit bout d'article, en gros, qui disait « Tout est bien qui finit bien après avoir été violé par un tel, finalement, l'homme l'a demandé en mariage. » Et donc, voilà. C'est ça l'esprit de l'époque aussi. Donc c'est intéressant d'avoir tous ces petits trucs. Il y a aussi tout l'arrière-plan colonial, par exemple, ou le rapport avec la Russie de la France. C'est tout ça qu'on voit dans la presse de ce moment-là. C'est intéressant. Et donc c'est pas forcément pour dire que c'est pas forcément facile à lire pour des enfants. En fait, c'est vraiment difficile. Il faut des bons lecteurs. Je sais pas, déjà en troisième, je pense que c'est déjà des très bons lecteurs qui peuvent commencer à s'atteler à ça. C'est plus à partir du lycée et encore, voilà, même des adultes n'arrivent pas à le finir, quoi. Et je peux comprendre. L'idée du caractère très dense, c'était un peu volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chapitre. C'était l'idée de faire un flux, comme le bain dans lequel on est immergé, quoi, et de pouvoir ressentir physiquement la saturation informationnelle comme ça. C'est aussi fait partie de la résonance que je voulais proposer au lecteur, quoi. Donc c'est un peu volontaire, mais je sais que c'est un peu risqué. Ça a l'air très réussi en tout cas. Bon, merci beaucoup. Juste une petite précision, vous pouvez acheter l'ouvrage de Jean Dittard auprès de Delphine au fond de la salle. On n'a malheureusement que 4 exemplaires, mais vous pouvez bien sûr le commander auprès de toute bonne librairie indépendante. Oui, c'est une économie de la rareté, donc tout le monde va se précipiter. Il n'y en a que 4, mais tout le monde, ils vont disparaître très vite. Il y a les autres aussi, j'ai vu, hein, il y en a plusieurs autres. Oui, il y a d'autres titres. Ouais. Et puis peut-être pour finir, moi j'ai pu travailler, au fait concrètement, j'ai travaillé aussi de chez moi grâce aux numérisations de presse. Quoi. Ouais, et ça, c'est c'est bien. un truc indispensable. Enfin, j'aurais jamais pu faire ce livre sans ça, en fait, concrètement. C'est un peu la note de la journée. Ouais. C'est ce qu'on essaie de montrer. Merci beaucoup.